pense qu'on va pouvoir commencer. Georges-Henri, Vivien, vos micros, est-ce que vous m'entendez? OK, c'est Bon, bon. c'est bon Vivien, pour moi. Ouais, ouais. super. Bonjour. Merci à tous les 2 de nous avoir rejoints aujourd'hui pour, ce nouveau meet-up. Donc, aujourd'hui, on va parler c'est dans le cadre du, Kubernetes with OpenShift World Tour. Donc on va parler, de techno, entre autres, d'OpenShift, de Kubernetes. On va parler d'IA, on va parler de déploiement, d'une application, sur cette plateforme. Donc merci, beaucoup, Vivien, merci beaucoup, Georges-Henri. Donc, l'agenda, on va commencer avec toi, Vivien. Tu vas nous faire une petite intro sur OpenShift, et les containers et ce que, IBM propose aujourd'hui, aussi bien dans le cloud que sur vos infrastructures on-prem. Et puis, Georges-Henri, donc ça, c'est pendant la première demi-heure. Et là, pendant la deuxième demi-heure, Georges-Henri nous fera une démo comment on déploie l'algo, entre autres TensorFlow de mémoire, euh, sur cette plateforme et comment on l'entraîne avec un jeu de données. Donc tout ça en 1 heure, donc ça va être sportif au niveau timing, mais en tout cas ça sera dense et je pense intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a un enregistrement de ce meet-up qu'on vous proposera en replay ensuite sur notre nouvelle chaîne YouTube. Donc on vous enverra le lien en suivant. Et puis là, vous allez entendre que le meeting est enregistré, parce que je vais lancer en parallèle This meeting is being recorded. un enregistrement côté Webex pour être tranquille. Comme ça, j'aurai 2 records pour vous faire un beau replay. Vivien, je te laisse la parole. Merci Euh, Sébastien. et Bonjour à tous. Merci, de vous être joints sur ce meet-up. Donc Vivien Rossa, je suis architecte chez IBM, principalement sur les sujets DevOps et cloud. Et donc je vais commencer par faire quelques rappels sur les conteneurs et les microservices, pour ensuite enchaîner sur Kubernetes et Red Hat, OpenShift, avant que Georges-Henri vous fasse, la démonstration d'une application de machine learning dessus. Hem, donc je vais commencer par la partie conteneurs et microservices. Il y en a certains peut-être d'entre vous qui connaissent déjà ces notions-là, mais je vais essayer de repartir des bases pour que tout le monde puisse, suivre ensuite. Hem, heu Depuis quelques années, il y a l'architecture en microservices qui est de plus en plus, tendance. Pourquoi cette architecture microservices? Avant, on était sur une architecture qu'on qualifie maintenant de monolithique, c'est-à-dire que mon application, formait un seul ensemble et à l'intérieur, il y avait toutes les fonctionnalités, dont il avait besoin pour, fonctionner. Avec la démarche microservice, l'idée, c'est plutôt de dire on va découper notre application en petites, fonctionnalités, et on va, déployer chacune de ces fonctionnalités indépendamment les unes des autres. Si par exemple, on avait un système d'information où chaque application monolithique embarquait un composant de signature électronique, dans une démarche microservice, on va publier un seul microservice qui s'occupe de la signature électronique, et tous les autres microservices qui ont besoin à un moment donné de leur processus métier, ou de leurs actions de faire une signature électronique vont appeler le microservice spécialisé dans la signature électronique. Donc c'est un moyen de redonner, à chaque service un domaine métier, bien défini, et d'avoir des services qui sont de taille petite. Qu'est-ce que permet, les microservices? Tout d'abord, vu que c'est plus petit, ça va permettre de faire des modifications plus simples, parce que les microservices sont isolés, plus simplement puisque les microservices sont isolés les uns des autres. Donc on sait qu'on va toucher moins de code, en fait, quand on va faire une modification. Ça permet également d'accélérer les déploiements, parce que vu qu'on déploie une unité, qui est plus petite, bah, les temps d'interruption sont plus petits, c'est mieux maîtrisé. Une des raisons, c'est également l'évolutivité.
Avant sur une architecture monolithique, sur mon application. Si j'ai besoin d'une augmentation, d'une augmentation de ressources parce qu'une petite portion de l'application, a un problème de performance, je vais allouer ces ressources à toute mon application et donc du coup, c'est pas très efficace en termes d'affectation. Là où avec les microservices, je vais uniquement augmenter les ressources affectées au microservice qui a, des problèmes de performance et pas sur tout mon système. Ensuite, c'est la résilience. Vu que les microservices sont séparés les uns des autres, une panne sur un microservice n'entraîne pas de panne sur les autres, microservices et donc ça permet d'augmenter la résilience globale du système. Ensuite, l'accessibilité parce que, dans des applications, qui ont une existence assez longue, la base code peut devenir vraiment très, 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 très grande. Et le fait d'avoir du coup des microservices, ça va faire qu'on va avoir des bases codes plus petites, donc la maintenance, va être plus simple et une nouvelle personne qui rentrerait dans l'équipe, pourra s'approprier le code du microservice beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sur, une application monolithique. Et enfin l'ouverture, parce que chaque microservice peut être dans une technologie ou dans un langage différent, donc ça permet de choisir, la technologie et le langage le plus approprié pour chaque, fonction qu'on veut réaliser. Donc ça, c'était pour les microservices. Heu, il y a une autre, démarche qui est en route depuis plusieurs années, c'est la démarche des conteneurs. Elle est pas liée intrinsèquement, aux microservices, mais, elle rentre en synergie avec les microservices. On va voir pourquoi. L'idée du conteneur, c'est d'avoir un packaging, léger, qui va embarquer en fait, l'application et toutes les dépendances dont elle a besoin pour fonctionner et c'est ce packaging léger qu'on va ensuite propager d'un environnement à l'autre jusqu'à, arriver en production, en production. Et c'est le même package qu'on va déployer tout au long du cycle de vie de l'application. Et les conteneurs permettent également, une consommation de ressources plus faible qu'avec des infrastructures à base de VM, virtual machine, parce qu'au repos, un conteneur, consomme moins qu'une VM, entre autres. Il y a d'autres raisons également. Donc l'idée du conteneur, avant quand on était sur un déploiement virtualisé, on avait en fait notre, virtual machine qui contenait à la fois l'operating system, les librairies ou les logiciels éventuels, qui tourneraient comme des serveurs d'applications, et ensuite, par-dessus, je mettais mes applications. Tout ça était bien fait souvent, manuellement, c'est-à-dire qu'on installait chaque couche les unes après les autres. Alors après, il y a eu de l'automatisation d'installation qui a été mise en place, et souvent quand on passe d'un environnement à l'autre, donc par exemple de mon environnement de développement, puis à mon environnement de qualification, puis à mon environnement de production, il fallait reconstruire, cette virtuelle machine avec toutes ses couches, Avec un conteneur, je vais avoir au sein de mon conteneur mon application et toutes ses dépendances, et c'est mon conteneur, une fois que je l'ai packagé, je vais déployer le même sur tous mes environnements, sans avoir besoin de reconstruire quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la vraie révolution des conteneurs, sur le sujet. Hem, alors un conteneur, quand je le crée, en fait, ce que je crée, c'est une image. Une image, ça va être la description, en fait, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon conteneur. Donc, je vais décrire, où est-ce qu'il y a, l'application, quelles sont les librairies qui sont embarquées, ce genre de choses. Et ensuite, quand je vais instancier, mon image, c'est là où ça va créer un conteneur. Donc si on veut prendre un parallèle avec la photo, par exemple, mon image, ça serait ma pellicule. Et à partir de ma pellicule, je peux développer autant de photos que je souhaite. La photo ici, ça serait du coup le conteneur. Je peux avoir autant d'instances du conteneur que je veux qui proviennent de la même image. Le fait d'avoir plusieurs instances, de mon conteneur, ça va me permettre de répartir la charge entre mes instances afin de monter en volume. Hem Avec les conteneurs, puis, avec aussi l'arrivée des microservices, on voit que, on a constaté qu'il y avait une accumulation, du nombre de conteneurs qu'il fallait gérer,
De plus, les conteneurs, c'est des petites unités et on en instancie vraiment beaucoup. Donc, tout ça fait une masse de conteneurs à gérer dans un système qui peut devenir, très, très, compliqué à gérer. C'est pour ça qu'est arrivée la notion d'orchestrateur de conteneurs, qui va gérer pour nous tout le processus de création, de destruction des conteneurs, et leur scalabilité, automatique quand il y a besoin d'en créer ou d'en détruire. Et également le monitoring de: «Est-ce que mes conteneurs sont en bonne santé?» L'orchestrateur, un peu courant du marché, l'orchestrateur de conteneurs, c'est Kubernetes. Donc c'est ce sur quoi on va parler, ensuite. Donc Kubernetes, c'est un open source auquel contribuent, plein d'entreprises, plein de particuliers, et qui permet d'orchestrer les conteneurs. Comment ça fonctionne vraiment vue d'avion? Il y a un master Kubernetes qui va en fait, gérer, des worker nodes, la création de worker nodes qui sont des instances, des VM sur lesquelles vont ensuite s'exécuter les conteneurs. Alors les conteneurs s'exécutent pas, sur le schéma, on voit pas la notion de conteneur, mais en fait c'est la notion de pod. C'est la plus petite unité d'exécution au sein de Kubernetes. Donc, voilà, un conteneur s'exécute au sein d'un pod. Je ne vais pas rentrer, plus dans le détail. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est il y a un master, des worker nodes ensuite sur lequel s'exécutent les différents pods de mes applications. Et donc, Kubernetes va gérer automatiquement, le lancement, des pods sur les nodes et même la création des nodes s'il faut en créer des nouveaux. Hem Donc Kubernetes, c'est une solution, comme j'ai dit, open source et la plupart des grands fournisseurs de cloud, proposent un service de Kubernetes. Donc, sur le cloud IBM, donc c'est IBM Cloud, Kubernetes Service, ou IKS. Et c'est un service donc certifié, Kubernetes et qui vous offre toutes les garanties de sécurité, qu'IBM peut vous proposer. Avec, également de la haute disponibilité entre, différentes zones, de sorte que même s'il y a un incident, d'infrastructure dans le cloud IBM, et bien votre cluster et donc votre application, est toujours disponible pour le public, visé. Et donc c'est IKS et Kubernetes Service est complètement intégré dans le cloud IBM avec différentes versions, disponibles. Donc voilà, rapidement j'ai essayé de remettre un peu les bases de tout ce qui est conteneur et ce qui est, orchestrateur de conteneurs. Heu Ensuite, une fois qu'on a utilisé les orchestrateurs de conteneurs, on voit que, il y a en fait une nouvelle couche qui est apparue, qui est, je veux pas seulement orchestrer mes conteneurs, mais je veux également gérer tout le cycle de développement, de mes conteneurs. Et c'est là où est apparue, en fait, la plateforme OpenShift qui fait à la fois, guise d'orchestrateur de conteneurs, mais également de gestionnaire du cycle de vie, du développement jusqu'à la production, de mes images. Et donc on va rentrer un peu plus dans le détail d'OpenShift. Hem, donc OpenShift, c'est une plateforme qui permet de déployer des applications, des applications. Alors ça peut être microservices, mais ça peut être également des applications, plus, traditionnelles, hein, ça pose pas de problème et on peut l'héberger à la fois localement, on-premise, dans vos infrastructures, mais également sur des clouds publics. Donc, les différents grands providers de cloud public sont compatibles OpenShift, et tous proposent, le support d'OpenShift. Donc ça vous permet, potentiellement de créer votre cluster OpenShift chez un cloud provider, et ensuite de, transférer ce cluster, OpenShift chez un autre cloud provider en ayant l'assurance que ça va fonctionner de la même manière. Donc voilà, ça c'est un des gros Vivien, points. Oui? je t'interromps juste une seconde. C'est pour les gens qui nous suivent, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou dans le Q&A, et je remonterai les questions à Vivien. Merci à toi.
Excuse-moi. Merci pour ce rappel, en effet. Donc voilà, la force d'OpenShift, c'est son aspect multi-cloud. Il est capable d'être transféré d'un cloud à l'autre, facilement. Il supporte les technologies, je dirais, courantes, qu'on utilise, dans la plupart des entreprises, mais il est également capable de supporter d'autres langages que ceux énumérés là, hein. Il y a des possibilités d'étendre ses fonctionnalités. Il est construit, à partir de Kubernetes. Red Hat est un des gros contributeurs, en fait, à Kubernetes, et construit OpenShift à partir de Kubernetes. Il dispose de toutes les fonctionnalités de Kubernetes et il propose en plus des services associés, en plus de ceux de Kubernetes. Et également une intégration de tout un tas d'open source avec Kubernetes, d'autres open source avec Kubernetes, le tout packagé pour que ça fonctionne, facilement. Et ça tourne naturellement sur des OS de chez Red Hat. Donc là, on va voir maintenant OpenShift sur, comme j'ai dit, on peut le déployer, chez, tous les cloud providers. On va maintenant s'attarder un peu sur, OpenShift déployé sur le cloud de IBM et sur les capacités que ça amène. Tout d'abord, le OpenShift sur Cloud IBM, c'est un OpenShift, certifié, et 100 OpenShift, et est totalement intégré au sein du cloud. Donc le tableau de bord OpenShift sera complètement, intégré, dans le cloud, et ça permet vraiment de passer d'un développement que je ferais en local, sur OpenShift à, de la même manière, je transfère ensuite mon développement sur, l'IBM Cloud pour, mon environnement de production, par exemple. Hem, Concevez donc, le OpenShift sur IKS, enfin sur IBM Cloud, permet de concevoir son cluster avec la capacité, qu'on le souhaite, et on peut, monter ou descendre la capacité, ensuite au gré de ses besoins. On a la possibilité d'avoir à la fois soit des ressources partagées ou des ressources dédiées, et on peut même aller jusqu'à du bare metal. Donc du bare metal, c'est-à-dire des machines physiques dédiées, à notre usage. Bien sûr, le prix va croissant entre le partagé jusqu'au bare metal. Donc on a la possibilité de faire des clusters multi-zones. Une région IBM, en fait, c'est 3 zones. Et ces zones, c'est 3 data centers espacés d'une certaine distance minimum, de sorte que, on se prémunit contre les catastrophes, qui peuvent arriver. Et donc on a toujours, au moins une zone, voire 2 normalement, qui sont, disponibles, de sorte que, comme je le disais tout à l'heure, on a la haute disponibilité qui est garantie. On a la capacité de s'intégrer avec, son réseau d'entreprise via, la mise en place de VPN. Pardon, j'ai mis un peu vite. Donc voilà, la mise en place de VPN est possible. Sur la sécurité, donc la sécurité, c'est un des points majeurs à la fois pour Red Hat et pour IBM. Sur des choses sur lesquelles on se focalise, le plus. Donc bien sûr, il y a la possibilité du coup d'avoir des infrastructures qui sont dédiées pour vos usages, pour être sûr que vos traitements et vos données ne soient pas mélangées avec celles de d'autres clients. Et il y a des capacités de chiffrement, déjà qui sont proposées par défaut, hein, contrairement à des installs, je dirais, faites, soi-même. Il y a plein de choses qui sont chiffrées par défaut. Et surtout, on a, ce qui s'appelle, le keep your own key, c'est-à-dire que vous pouvez amener vos propres clés de chiffrement, et seul vous pourrez accéder à ces clés. Donc l'accès aux clés est sécurisé par une clé que seul vous, possédez, de sorte que même IBM, les administrateurs IBM ne sont pas en mesure d'accéder à vos données. Ça, c'est un point vraiment, majeur, de la solution, OpenShift, sur IBM Cloud. Hem Donc il y a il pro la solution propose également un registre privé, hein, pour que vos images, Docker ne soient pas disponibles, au grand public.
Il y a un outil qui s'appelle Vulnerability Advisor qui va scanner automatiquement les images que vous créez et vous remonter toutes les vulnérabilités, connues, associées. Donc, toutes les CVE pour ceux auxquels ça parle, toutes les CVE, qui affectent le conteneur de sorte que vous puissiez les corriger pour garder vos applications sécures. Il y a une fonctionnalité de signature d'image, afin de, vérifier que les images que vous utilisez, n'ont pas été modifiées par un tiers. Des outils opérationnels intégrés, donc sur la partie, monitoring, vous pouvez à la fois soit utiliser des outils de monitoring qui sont au sein d'OpenShift. OpenShift vient avec ses propres outils de monitoring, soit, il y a une interconnexion avec, les services du cloud, IBM, sur tout ce qui est log management et supervision. Ça supporte bien évidemment des add-ons, populaires comme, Prometheus ou Sysdig et d'autres. Sur l'aspect, construction et déploiement des applications, vous pouvez soit utiliser pareil les outils qui sont dans le cloud IBM, donc qui s'appellent Delivery Pipeline, soit, les outils natifs d'OpenShift. On verra tout à l'heure notamment le processus qui s'appelle Source to Image qui est, assez unique dans OpenShift. Cette solution vous permet aussi de bénéficier de tous les services innovants, qui sont apportés par le cloud IBM. Par exemple, l'intelligence artificielle avec Watson, l'internet des objets, toutes les fonctionnalités autour de l'analytics sur les données, heu et hem et tout ce qui est, également blockchain si vous en avez l'usage. Il y a également toutes les capacités de stockage qui sont offertes par les services du cloud, stockage de type fichier, de type bloc, de type objet ou compatibilité avec la solution Portworx. Vous avez des choses, au niveau réseau telles que l'équilibrage de charge qui sont apportés par le cloud, IBM et toute la gestion des rôles et des accès, qui est également intégrée et connectée avec le cloud IBM. Qui vous permet également de suivre votre facturation, parce que le suivi de la facturation et des coûts dans un cloud est quelque chose d'assez, important. Parce que vu qu'il y a une scalabilité, il y a une scalabilité, automatique des ressources, les prix, si c'est mal contrôlé, la facture peut s'envoler, sans qu'on la contrôle. Et enfin, sur, les nouveautés, apportées par OpenShift, 4.3, donc la nouvelle version d'OpenShift est maintenant disponible sur le cloud IBM. Plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il y a le support des opérateurs. Donc les opérateurs, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité, Kubernetes qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches d'exploitation. Ça va être par exemple la montée de version des clusters ou, des redémarrages d'applications ou, voilà des tâches qu'on veut faire un peu en masse. Il y a, tout un tas d'opérateurs qui sont déjà proposés dans le hub communautaire, des opérateurs et vous avez également la possibilité, bien sûr, de créer vos propres opérateurs propres à votre usage. Sur l'aspect, déploiement et construction, OpenShift 4.3 apporte le support natif des pipelines Tekton. Pour le CI, ce qu'on appelle le CI/CD, et Tekton, donc c'est un standard, open source, dont IBM, et Red Hat sont contributeurs. Et il y a notamment également, Google qui est, le fondateur à la base de ce standard, pour standardiser, les pipelines de CI/CD entre un peu les différents clouds. Donc c'est une vocation de standardisation de tout ce qui est, construction et déploiement des applications. OpenShift 4.3 apporte tout ce qui est, serverless. Il est capable d'exécuter des fonctions, serverless. Donc le serverless rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est, une évolution encore plus loin, que, le conteneur, parce que le conteneur, vous avez quand même toujours un conteneur qui tourne en permanence, même s'il consomme moins qu'une VM. Le serverless, lui, vous avez aucune infrastructure qui tourne tant qu'il est pas appelé.
Et quand vous appelez une API, par exemple, il va instancier automatiquement le bout de l'infrastructure pour répondre au bout de code de l'API que vous avez demandé, et il va détruire l'infrastructure une fois qu'il vous a répondu. Et tout ça dans des temps extrêmement rapides. Ensuite, tout ce qui est service mesh, donc il y a un service mesh, je dirais, utilisé par beaucoup au sein de Kubernetes qui est Istio. Donc OpenShift 4.3 intègre Istio en l'améliorant avec également l'intégration à d'autres outils que sont Kiali et Jaeger. Donc Kiali qui permet de visualiser en temps réel ce qui se passe dans votre service mesh avec des dashboards, et Jaeger qui permet de faire de la trace distribuée entre vos microservices pour savoir un appel, savoir reconstituer un appel par quel microservice il est passé. Ensuite, des nouveaux dashboards. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'ergonomie, notamment du dashboard de développeurs, qu'on va voir ensuite dans la démo. Et enfin, les workspace Code Ready. Donc Code Ready, c'est un outil qui vous permet de faire tourner un cluster OpenShift en local sur votre machine. Et c'est ça qu'on va utiliser après pour la démo. On vous montrera comment ça fonctionne. Eh bien, il y a une fonctionnalité avec OpenShift 4.3 qui permet d'héberger tous les workspace Code Ready des différents développeurs, de sorte que quand il y a un nouveau développeur qui arrive, il n'a pas besoin de créer sur son poste local tous ces outils, installer tous ces outils, ces librairies, et mettre, pour les grandes entreprises, c'est parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines avant d'être opérationnel. Là, ça permet d'être tout de suite, de se connecter à Code Ready Workspace et de récupérer tout ce qu'il faut sur son poste et de commencer à travailler tout de suite. Donc ça, c'est un gain de temps, un gain de temps certain. Et donc tout ça est sécurisé par des rôles et des accès dont Red Hat a l'habitude. Voilà, pour la partie présentation. Je vais ensuite passer la main à... Alors j'ai cru voir passer une question auquel je vais répondre tout de suite. Il me semble qu'il y avait une question: est-ce que OpenShift est open source? Oui. Donc il me semble que la réponse est non. Il me semble que le code n'est pas public, mais je suis pas certain à 100 de ma réponse. Mais il me semble que ça l'est pas. Mais Kubernetes l'est, mais il est construit autour de Kubernetes. Et je rajoute également que beaucoup des fonctionnalités en fait qui sont dans OpenShift, les développements qui sont faits pour OpenShift sont souvent réintégrés au sein de Kubernetes. Les équipes Red Hat refont des propositions à Kubernetes pour réintégrer un certain nombre de choses. Georges-Henri, je vais passer la main à Georges-Henri qui va maintenant vous présenter une application de machine learning déployée sur un cluster OpenShift local via Code Ready. On va passer la main à Georges-Henri. Et il y avait une question, encore une petite question, donc c'était de Franck qui disait c'est quoi les services Watson? Et puis une autre question, le stockage Portworx. Donc je te laisse répondre à ces deux questions pendant que je transfère le focus à Georges-Henri. Ça marche. Donc Watson, c'est le nom des services d'intelligence artificielle du cloud IBM. Donc vous avez tout un tas de services Watson différents. Vous pouvez avoir du chatbot pour faire de l'interaction avec des personnes en texte. Vous avez des fonctionnalités de speech to text et de text to speech. Voilà, vous avez tout un tas de la reconnaissance d'images. Voilà. Au sein de Watson, il y a tout un tas de catégories, de sous-catégories. Et la deuxième, c'était qu'est-ce que c'est Portworx? Portworx, c'est une solution de stockage end-to-end qui est proposée par une autre entreprise et qui est supportée par OpenShift et par le cloud IBM. Donc on peut s'intégrer à cette solution qui est utilisée en fait par pas mal d'entreprises. Je vois l'écran de Georges-Henri. Je viens de me faire une petite sueur froide, mais je me disais mince, ça marche plus. Donc ça fonctionne. Cool. Merci à toi, Vivien. Donc Vivien Rossa. Pour tous ceux qui veulent poser des questions à Vivien,
Sachez que sur la page de la communauté, enfin, en tout cas de l'événement, vous avez ses coordonnées si vous voulez le pinguer, lui poser toutes les questions que vous souhaitez, à travers les moyens de communication électronique qui sont à notre disposition. On va passer la parole à Georges-Henri. Georges-Henri, je te laisse te présenter et puis, bah, tu as la main. Normalement ton ouais, c'est bon, tu dois pouvoir parler. Tu fais un test pour moi? Merci Sébastien, merci Vivien. Super. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce meet-up qui devait être initialement en présentiel, mais Covid-19 oblige, eh bien, il se passe en distanciel. Et donc, on a remplacé le lab qui devait constituer le cœur de ce meet-up par une démo. Donc, le lab, il est là, il existe. Il est disponible, vous pouvez voir son URL ici, et il est basé sur effectivement le déploiement d'une application de machine learning écrite en Python avec du Keras dans OpenShift. Et dans la version, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a évoqué, la version code ready qui fonctionne sur vos laptops. Donc après ce meetup, pardon. Ouais, Georges, je voulais juste en fait rebondir sur ce que tu disais. Donc le lab, il est dispo en ligne sur GitHub. Et comme je le disais tout à l'heure, on va proposer un replay de cette session. Ceux qui sont motivés pour faire le lab auront le replay de ce que tu vas nous montrer et plus toutes les infos sur la toile. Voilà, donc ce lab, en fait, il utilise CodeReady et donc en déroulant ce lab, on vous explique où aller chercher CodeReady, où aller chercher les données de MINST, qui sont les données de reconnaissance qu'on va utiliser pour ce petit travail de reconnaissance d'image, etc. Donc ce lab, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, il a été inventé par il a été constitué par un certain Sean Tracy d'IBM, un de mes collègues. Et il était initialement sur Minishift, Minishift qui est la version d'OpenShift en version 3. Donc on a préféré passer en version 4 pour être en phase avec la dernière version actuelle. Alors, MNIST pour les amateurs MNIST pour les amateurs de data science, c'est un standard. Donc voici l'URL où on peut trouver ces données et on peut les downloader. C'est un standard dans lequel on veut faire de la reconnaissance de caractères écrits à la main. Si on regarde un peu plus les détails dans Wikipédia, voilà l'exemple d'écriture à la main qu'on peut trouver. Et bien sûr, ces jeux de données sont décorés ou labellisés, ou labellés, pour parler, faire un anglicisme, par les chiffres correspondants, bien évidemment. On va utiliser Keras pour ce lab ou cette démo maintenant. Donc, je vais passer en mode vidéo. Pourquoi en mode vidéo? Tout simplement parce que il y a des parties un petit peu longues, comme l'entraînement d'un réseau de neurones. Ça peut prendre, selon votre machine, 10, 15, 20 minutes. Voilà. Donc, pour commencer ce lab, eh bien, en fait, on l'a dit, on va faire le déploiement d'une application de machine learning sur OpenShift. Pourquoi ce déploiement sur OpenShift? Eh bien, pour bénéficier de tous les avantages dont on vient de parler, à savoir l'avantage de scalabilité. Une fois que mon application sera déployée par la technologie des microservices, des containers et du superviseur Kubernetes / OpenShift, on va bénéficier d'une scalabilité quasiment immédiate. On va bénéficier, bien sûr, quand on fait ce genre de travail sur un cluster, de la puissance du cluster à l'entraînement. Donc voilà la motivation principale. Puis on va bien sûr bénéficier aussi de toute la gestion, la partie gestion en termes de cycle de développement, des versions, etc., qui va être beaucoup plus simple avec cet environnement. Voilà. Donc, où aller trouver notre environnement code ready? Eh bien, il y a un certain nombre d'articles qui permettent de le trouver et que je vous montre à l'instant.
et qui montre les prérequis qu'il faut avoir sur sa machine, qui ne sont pas énormes en termes de volume si on considère la puissance des machines et des laptops actuels. Donc ça permet de travailler rapidement. Puis ça vous mène sur cette page, qui elle est encore plus simple, developer.adobe.com, products, code ready, container. Donc ce sont des liens qu'on va mettre à disposition sur le Meetup si vous le souhaitez, bien sûr. Et on a ce gros bouton download qui vous download bien sûr un zip. Et une fois dézippé, eh bien, vous avez également toute l'information pour faire l'installation et qui est disponible dans le lab. Voilà, donc ce lab, eh bien, la première chose à faire pour ce lab, c'est bien sûr de faire un fork, c'est-à-dire d'aller dupliquer ce morceau de code dans votre environnement, à vous, sur votre propre GitHub, pour travailler, entre guillemets, comme si on était réellement dans un mode collaboratif avec plusieurs personnes qui travaillent, et pour montrer à quel point eh bien, l'environnement OpenShift est familier de cet environnement-là. Alors là, je fais l'hypothèse que j'ai fait effectivement mon fork, que j'ai dupliqué mon environnement sur mon laptop, et j'ai vu effectivement apparaître tous les éléments. Donc on va construire maintenant eh bien, 3 fichiers. Le premier fichier qui est le cœur en fait en termes d'intelligence artificielle ou de machine learning de notre application, qui s'appelle Train, qui va être l'entraînement. Donc on fait tous les imports de Keras et TensorFlow nécessaires. En particulier, on va faire un modèle séquentiel, c'est-à-dire que chaque couche va parler à la couche suivante de façon séquentielle. C'est très fréquent en machine learning. Puis on va définir notre fonction start avec un certain nombre de paramètres, la taille du batch, 120, on va envoyer ça par paquet de 120 pour l'apprentissage. On a un nombre de classes qui est bien sûr égal à 10, ce sont les reconnaissances des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis on va faire 4 époques. Les époques, ce sont les démarrages dans lesquels on commence par essaimer de façon aléatoire les valeurs des poids dans le réseau de neurones. Voilà, donc on a une taille de 28 par 28. On a ici la lecture de notre jeu de données. Donc on va pouvoir faire un load de notre jeu de données dans un morceau qui est une partie entraînement et une partie test. Donc le train, c'est la partie entraînement, le test, c'est la partie test, comme son nom l'indique. Et puis on a Y qui est la cible, qui sont les valeurs connues des chiffres qui sont donnés. Voilà. Donc ensuite, eh ben, c'est la construction, c'est un reshape en quelque sorte, qui permet de traiter les deux cas. Soit on est dans le cas de channel first, soit on est dans le cas de channel last. Ce sont des formats d'images dans lesquels soit on met le RGB en premier, soit on met le RGB à la fin. Et au milieu, on a les coordonnées de chaque élément. Voilà, une fois qu'on a ça, eh bien, on va un petit peu faire du travail de préparation de données. On fait un transtypage en flottant et on divise par 255 pour avoir un nombre entre 0 et 1, ce qui est une forme de normalisation, ce qui est classique en machine learning, ce type de normalisation. Ensuite, on va convertir nos cibles, que sont les Y en quelque sorte, en type catégorique, ce qui est nécessaire par rapport au type qu'attend Keras, par exemple. Et puis là, on va rentrer dans le dur du modèle, c'est-à-dire qu'on construit le modèle de réseau de neurones couche par couche. Donc, pour la première couche, on fait une convolution 2D avec 32 niveaux. Donc, on va faire 32 convolutions en quelque sorte. On va faire 32 filtres, si vous voulez, qui correspondent à des couches, à des layers en anglais de notre convolution. On fait une convolution avec un type 3-3, donc en fait on regarde le premier voisin en quelque sorte de chaque élément. Une activation ReLU, donc une activation 0 quand on est inférieur à 0, et puis l'identité quand on est supérieur à 1. Donc ça c'est une activation qui est très à la mode dans la reconnaissance d'image. On fait une deuxième convolution, toujours en activation ReLU,
en deuxième couche, et ensuite on fait un max pooling pour réduire la dimensionnalité. Donc on réduit légèrement la dimensionnalité par 4, hein, puisqu'on est en taille de pool de 2. Et donc on a eu cette première phase de convolution, de double convolution en quelque sorte, qui évase en gros le réseau de neurones, et là on est en train de le resserrer pour finalement converger progressivement vers notre objectif, que sont les catégories qu'on vise. Donc ensuite, eh bien, on va faire un dropout, hein, ce qui est une méthode pour rajouter un peu de robustesse, hein, en ignorant aléatoirement un certain nombre de nœuds dans la couche précédente. On fait un flatten, hein, pour transformer cette image en vecteur linéaire, ce qui permet de préparer la couche terminale, une couche dense, donc une couche qui est un graphe complet entre la couche précédente et une couche de 128. Donc on fait une première réduction dense de cette façon-là. On fait un deuxième dropout de 0,25, celui-là, pour encore réduire la dimensionnalité, pour être plus robuste. Et on termine par la couche de sortie qui va être en activation de type softmax, pour avoir une probabilité dont la somme est égale à 1. Donc une fois qu'on a fait ça, le reste, c'est un petit peu de la glu habituelle dans le monde Keras. Donc on va compiler ce modèle. Ensuite, on va pouvoir l'appliquer sur notre jeu de données. Donc ça, c'est la méthode FIT. On va ensuite évaluer le score, hein, pour regarder où est-ce qu'on en est. Et puis on va faire un print de ce score, et puis un print en termes de perte, et un print, enfin de loss, hein, en anglais, et un print en termes de précision. Et enfin, on sauve le modèle lui-même, hein, sous la forme d'un artefact fichier qui s'appelle mnist.h5 et qui va nous resservir plus tard. Alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire tout l'environnement de l'application elle-même. Ici, c'est la partie serveur qui a été écrite en Flask. Donc Flask, c'est extrêmement minimal quand on veut avoir un serveur Python. Voilà, donc on va pouvoir construire cet environnement-là où on définit les routes. La première route, qui est la route de l'application elle-même, avec un pointeur sur index.html, qui est notre fichier en quelque sorte de GUI, qui va nous servir dans notre application qui est déployée sur le web. Et puis on a une deuxième route dans la route predict, par lequel on va passer, en sortie en particulier, enfin en sortie et en entrée, on va pouvoir récupérer les données, à savoir en entrée l'image et en sortie la prédiction de chiffres que le modèle a trouvé. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut définir une fonction start qui va permettre de démarrer le modèle, et on en a terminé sur l'aspect serveur. Donc maintenant, il faut se tourner vers le code de l'application qui va être disponible sur le fichier app.py. Donc ce fichier, eh bien, on va le construire dans l'esprit également Flask. Donc on apporte bien sûr TensorFlow, on importe le serveur, hein, qu'on vient de faire. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que si notre fichier, notre artefact de modèle existe déjà, eh bien c'est celui-là qu'on va utiliser, et on va se passer de faire l'apprentissage du modèle. S'il n'existe pas, eh bien on va le construire. Voilà, on a terminé la partie codage intelligence artificielle, donc il y aurait beaucoup à dire, hein, là-dessus, hein, ça peut être le sujet d'un meet-up en soi, hein, de rentrer dans le détail de cette architecture. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ça va plutôt être le déploiement. Et donc, pour déployer, la première chose à faire, c'est bien évidemment
de pousser vers notre GitHub les modifications que l'on vient de faire. Donc, très classiquement, un git add point, un commit et un push. Bon, alors évidemment, on donne un nom intelligent à ce commit, puisque c'est notre premier commit concernant ce référentiel, à savoir le code, tout simplement, qu'on veut déployer, qu'on veut référencer. Voilà, donc on a un message qui est plutôt encourageant. On va quand même aller vérifier du côté de GitHub que le commit a eu lieu comme on s'y attendait. Donc pour ça, on va rafraîchir notre page GitHub initiale. Et puis on regarde que effectivement notre fichier train, notre fichier serveur et notre fichier app ont bien fait le travail qu'on attendait d'elle. Voilà, serveur est bien là, avec son importation de Flask, bien sûr. Et enfin, l'application elle-même. Au passage, il y a un fichier requirement dans lequel on gère toutes les dépendances et le versionning. Voilà, notre application qui est ce qu'attend OpenShift quand il va créer l'image. Voilà, donc là maintenant, je reviens en mode de commande et je fais un setup de mon environnement CodeReady, ce qui est la première étape après l'installation de CodeReady. Et CodeReady me dit, ça y est, vous pouvez commencer par faire un CRC Start. Alors, je fais un CRC Start avec quelques paramètres de réseau et le mot de passe qui est un fichier pool secret assez lourd, c'est un gros mot de passe en quelque sorte que je veux pouvoir passer. Et une fois que CodeReady tourne, donc le cluster fonctionne sur mon laptop, il me donne les credentials pour un utilisateur développeur et pour un utilisateur administrateur. Donc là, je peux lancer la console avec la commande crc console. Et j'arrive sur la page d'accueil de mon cluster. Et je vais me connecter en développeur. Avec le mot de passe qui m'a été donné précédemment. Voilà, alors maintenant, c'est là que la magie Red Hat OpenShift va opérer, c'est que je vais créer un projet, bien sûr. Donc c'est la première étape. Et dans ce projet, je vais déclarer une application. Et ce qui est magique, c'est que OpenShift, donc CRC dans l'occurrence, va reconnaître automatiquement la nature de l'application par la simple information de l'URL du Git que je vais lui donner, du GitHub que je vais lui donner. Donc là, je vais rajouter à mon projet une application de type GitHub. Donc on va chercher bien sûr l'URL de mon GitHub dans le bouton de clonage habituel. Et on va voir la magie s'opérer au moment où, bien sûr, je donne cette URL-là, qui est validée. Et là, tout est automatique. Donc Python m'est proposé automatiquement. Je le valide. Si j'avais une autre idée, je pouvais bien sûr la changer, mais là, je la garde. On est bien en version 3.6. Il me propose même, bien sûr, le nom de l'URL, le nom que j'ai donné à mon référentiel comme nom d'application. Bon, je peux le changer si j'ai envie. Là, c'est un nom un petit peu pompeux et un petit peu long. Donc, on va changer le nom de cette application. On va lui donner un nom un petit peu plus significatif. Donc, effectivement, c'est la reconnaissance de ce jeu de données MNIST. Bon, Et puis, on va utiliser les paramètres par défaut. Donc, effectivement, on veut faire un déploiement de l'application.
et on veut créer les routes, c'est-à-dire les URL, hein, bien sûr, de l'application. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben, ça démarre tout seul. Je peux voir dans la topologie, dans l'onglet topologie, un build qui est en train de démarrer, sur lequel je clique. Et si je vais sur sur l'onglet log, je vois le log se faire. Donc là, ça peut durer un peu plus de 5 minutes. Donc là, j'ai un petit peu accéléré le processus. On voit qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités de vérification, hein, par du codage qui s'opère. Et puis, on arrive à la dernière étape de ce build qui nous intéresse. Il va donc le processus de source to image qu'on voit qui est en train de se dérouler là, va automatiquement prendre le code source et le mettre au bon endroit dans l'image Docker et voilà, configurer par lui-même tout ce qu'il faut pour que mon application soit fonctionnelle. Donc il y a tout un tas d'images de base de processus source to image de base qui existent et on peut bien sûr, bien entendu, customiser son propre processus de source to image si on a besoin de choses plus particulières. Voilà, donc on arrive tranquillement à la fin de notre build et notre application, encore une fois, va être déployée automatiquement dans la foulée. Et on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc effectivement, l'image est poussée au bon endroit, hein. Et j'ai un message plutôt encourageant qui me dit que ça s'est bien passé. Je vais donc directement dans ma topologie et je peux ouvrir l'URL de mon application qui est déployée. Donc au passage, ben, je peux aller me promener dans les builds. Vous voyez que j'en ai fait plusieurs, hein. Je peux également aller me promener en tant qu'administrateur dans les pods pour aller regarder en détail mon application tourner. Donc mon application est en train de tourner. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait ce qu'on lui a demandé, à savoir, première étape, faire l'entraînement du modèle. Donc le modèle est en mode d'apprentissage. À l'époque numéro 1, il y a 4 époques, on est à la première. Donc là aussi, ça peut prendre entre 10 minutes et 20 minutes selon la puissance de votre machine. On va pas voir l'intégralité de cette construction en direct. Mais on voit quand même, hein, à droite, que l'accuracy, en particulier la précision du modèle, augmente de façon extrêmement rapide. Et on a le loss qui, lui, diminue, bien sûr. Et quand on arrive au bout, eh ben, on a une accuracy de 0,99,1 et un loss de 0,02. Donc on repasse à notre topologie pour aller maintenant jouer avec notre modèle, puisque notre modèle étant disponible, ben notre GUI, hein, URL, basé sur notre fichier index.html, est disponible et je peux commencer à dessiner des chiffres, appuyer sur le bouton Predict et à voir ce qui est effectivement prédit. Voilà, donc ça marche assez bien, avec une précision pareille, on ne s'attendait pas à moins. Évidemment, hein, si on dessine un vélo à la place d'un chiffre, il va peut-être faire des choses bizarres. Mais là, j'ai rentré de façon assez coopérative des chiffres. Bon, le 8 mal dessiné, là, il arrive même à le voir, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc en fait, une technologie quand même assez complexe à la base, hein, de reconnaissance visuelle avec des réseaux de neurones, et son déploiement, bah, c'est rendu assez simple par Keras d'une part, et puis en termes de développement, et par OpenShift d'autre part, en termes de développement. Alors on n'a pas tout à fait fini, parce que on a effectivement un pod et un container qui contient notre modèle, mais on veut récupérer ce modèle. Donc pour ça,
on fait la commande crc os-env qui va nous permettre d'aller fouiller à l'intérieur de notre container et de nos pods. Voilà, donc crc-env nous donne un certain nombre d'instructions pour avoir accès à cet environnement-là. Donc il suffit de les suivre. Une fois que je suis dedans, eh bien, si je ne me souviens pas de mes credentials, je redemande mes credentials. Hein. On a une question d'Adrien. Une question d'Adrien qui dit, si je comprends bien, il analyse des images qu'on a vues sur Wikipédia avec les chiffres écrits à la main et il apprend à les reconnaître. Oui, c'est ça, Georges. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, on a vu, alors, la petite image que vous avez vue sur Wikipédia, elle est minimale, hein, donc la base de données OpenShift, la base de données, pardon, MNIST, elle est énorme, hein, c'est plusieurs milliers de chiffres hein, et d'images. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est ce qu'on a appris, et là on est en train par le réseau de neurones qu'on a construit, on l'a déployé et on a joué avec. Et là maintenant on récupère, on est en train de récupérer le modèle, hein, donc le fameux fichier .h5, hein, modèle.h5. Donc pour ça, il faut se faire faut se loguer sur ce container. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec un OC login, avec le credential qui est le mien. Ça me rappelle que j'ai un projet qui s'appelle Kerast ManyST. Et puis je vais pouvoir utiliser cet environnement-là pour aller explorer mon container et mon pod. Donc je vais demander à OpenShift quels sont mes pods. Donc il me répond avec mes pods de build, mes différents pods de build, j'en ai fait plusieurs, et puis mon pod d'application. Donc je fais un copier de ce pod-là et je fais un remote shell pour aller me promener dedans. Donc une fois que je suis dedans, ben, je vais aller regarder ce qui se passe avec un ls tout à fait banal et savoir dans quel répertoire se trouve tout cet ensemble-là. Voilà, et donc je vois mon fichier MNIST qui est ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire un remote sync sur ce pod-là en donnant le cheminant entier, hein, le path complet de mon fichier MNIST pour le copier en local. Ce qui vient d'être fait, donc il est en local. Voilà. Donc je vais maintenant le poser à l'intérieur de mon répertoire qui contient toute mon application pour pouvoir le committer maintenant sur GitHub. Et j'ajoute que, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut sauvegarder ce fichier? C'est qu'un conteneur, en fait, c'est vraiment éphémère. C'est-à-dire que quand on va détruire le conteneur, tout ce qu'il a pu stocker au sein du conteneur sera détruit avec lui. Donc, cet entraînement, bon là, ça a passé 20 minutes, mais j'imagine que des entraînements peuvent être beaucoup, beaucoup plus longs et durer des jours entiers. On veut pas le perdre au final, donc voilà, il faut aller le récupérer sur le pod. Un autre moyen serait de le mettre, que l'application le stocke directement dans un répertoire sauvegardé, même quand le pod est détruit. Voilà, donc maintenant que j'ai sauvegardé ce fichier qui est l'artefact modèle hein, qu'on vient de construire, effectivement, qui peut prendre un certain temps et une certaine énergie en CPU, hein, ben on va le committer pour qu'il fasse partie intégrante de mon application et que ben, je puisse gérer comme ça le cycle de vie de mes modèles. Donc là, je suis en train de faire un push de ce fichier vers mon GitHub. Voilà qui est fait. Et une fois qu'il est fait, bah, je peux aller vérifier, bien sûr, sur mon URL en faisant un petit refresh
que mon fichier est présent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que mon fichier est présent sur mon référentiel, eh bien, au moment où on va recréer l'application, il sera présent, il aura été téléchargé, et donc ce bout de code qu'on a écrit au début et qui consiste à observer à faire en sorte qu'on ne recrée pas en permanence le modèle, ça va être exécuté. Il va dire tiens, j'ai un modèle, donc je passe directement à son exécution. Alors voilà, j'ai terminé sur la démo. Je vous invite une fois de plus, après cette démo, à aller sur le lab qui correspond étape par étape à cette démo pour pouvoir faire fonctionner ça sur votre machine et apprendre étape à étape à utiliser Keras, TensorFlow, Python, Kubernetes et surtout CRC OpenShift, CodeReady OpenShift. Sébastien, je te repasse la parole. Oui, merci à toi, Georges. J'ai une question là, dans le Q&A. Quelle est la valeur ajoutée de OpenShift par rapport à un service managé Kubernetes dans un cloud provider? C'est pour Vivien, cette question? Oui, OpenShift comme je le disais, OpenShift, il est compatible avec les différents cloud providers. Donc le fait de l'utiliser, à la place du service managé Kubernetes de votre cloud provider, ça va vous assurer une compatibilité avec les autres cloud providers beaucoup plus facile. Donc si vous voulez ensuite migrer votre cluster vers un autre cloud provider, ça sera très, très aisé. Là où chaque service managé Kubernetes est quand même plus spécifique. Ensuite, la partie OpenShift, oui, donc voilà, elle est vraiment conçue pour la partie multi-cloud. Ça va vous permettre, par exemple, d'uniformiser vos procédures d'exploitation que vous pourriez avoir entre vos différentes applications qui seraient sur des cloud providers différents. Et ensuite, il y a également les fonctionnalités qui sont au sein d'OpenShift, par exemple sur tout ce qui est observabilité ou ce qui est construction et déploiement d'applications. On a vu par exemple là le processus source to image, c'est quelque chose qui est unique à OpenShift, hein, ça n'existe pas au sein de Kubernetes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'aspects, et il y a aussi également l'aspect sécurité. OpenShift vient avec une gestion des rôles et des accès qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus poussée que Kubernetes. Donc ça va dépendre là du cloud provider. Certains cloud providers ont une gestion des rôles qui va être équivalente peut-être à celle de OpenShift, mais la plupart ne l'ont pas. Donc ça va vous permettre également d'isoler par rapport à la gestion des rôles et des accès qui seraient donnés par le cloud provider. Merci, Vivien. Il y a une autre question qui dit en fait, Red Hat nous permet de tester nos modèles en nous donnant les ressources nécessaires ou des logiciels appropriés. Alors, j'ai la réponse, mais je préfère vous laisser répondre. Pour moi, Red Hat OpenShift en fait va vous permettre d'accélérer grandement la mise en place en fait de votre application et du modèle, en s'affranchissant un peu de tous les problèmes communs qu'on a et réguliers d'intégration j'ai pas la bonne version de librairie qui est installée. Mon image Docker, j'arrive pas à la construire, voilà. Là, vous allez avoir une image déjà packagée qui potentiellement vous pourriez donner à d'autres personnes et qui va fonctionner exactement de la même manière chez tout le monde. Donc l'aspect collaboratif est beaucoup plus simple. Je sais pas si Georges-Henri, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être pas à cette question, mais j'avais un élément à ajouter à la question précédente. Effectivement,
On fournit les deux aspects, c'est-à-dire qu'on fournit IKS, qui est IBM Kubernetes Services, et on fournit OpenShift sur nos clusters. Donc les deux questions sont adressées. Ok, je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si on n'a pas répondu complètement à rebondir en remettant une réponse. Alors, il y avait une réponse de tout à l'heure auquel j'ai pas répondu de Amine Soubani, donc qui disait Kali et Jaeger existent avec Istio de base. En effet, oui, on peut installer Kali et Jaeger aussi au sein de Kubernetes avec Istio. Seulement là, le bénéfice d'OpenShift, c'est que ça va déjà être pré-packagé et préconfiguré de sorte que tout va fonctionner ensemble. C'est OpenShift qui gère les montées de version des différents composants pour que ça fonctionne bien ensemble. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent, quand on a un Kubernetes, on n'a pas juste un Kubernetes, on a également plein d'autres open source qu'on installe. Et en fait, gérer toutes les versions de ces open source et leur compatibilité, ça peut vite devenir très compliqué. Et ce que vous apporte justement OpenShift, c'est une version vraiment packagée d'entreprise qui va déjà fonctionner et qui a été testée par Red Hat sur l'intégration de tous ces open source. Et ce qui est le cœur de métier de Red Hat. Ok. Merci Vivien pour ces réponses. Merci à toi Georges pour cette démo. Merci bien pour l'intro et la présentation de la plateforme OpenShift et de l'écosystème qui gravite autour. Écoutez, le mot de la fin. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain meet-up en ligne. Par contre, là, c'est le 14, donc jeudi prochain, à 13h30, avec Jean-Michel Torres pour l'épisode 2 du Quantique, comment ça marche. Donc Jean-Michel s'est engagé à nous faire 3 épisodes sur le Quantum. Donc deuxième épisode, jeudi à 13h30. Donc voilà, donc si vous voulez avoir l'URL et pour se connecter à ce WebEx, c'est sur la page qui va bien sur la communauté. Ensuite, je vous invite à aller voir donc justement sur cette page les prochaines webconf qui sont prévues sur le mois de mai et sur le mois de juin. Entre autres, on parlera de machine learning, d'optimisation. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Vivien. Merci Georges-Henri. Voilà. Merci à vous deux. Merci à vous tous. Et puis, je vous dis à jeudi. Voilà. Pour ceux qui veulent suivre l'épisode 2 de Jean-Michel Torres. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. merci à toutes. Au revoir.